Alors, bonsoir. Je m'appelle Hélène Giroux et je suis la directrice du Festival des écrivains de Wakefield. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. Merci beaucoup d'être avec nous en si grand nombre. Nous vous accueillons sur le territoire ancestral du peuple algonquin, sur leur territoire non cédé. Nous reconnaissons leur force et leur sagesse, leur gestion de la terre et de l'eau, des plantes et des animaux. Ensemble, renforçons notre engagement à apprendre sur et avec les peuples autochtones, en exprimant nos remerciements respectueux par la défense de leurs droits et par des actions en faveur de la réparation et de la réconciliation. Nous célébrons cette année notre 10e anniversaire. Notre thème... Notre thème, la joie, le pouvoir des histoires. Face aux défis auxquels notre monde est confronté en ce moment, nos invités exploreront les moyens de trouver la joie, de nourrir l'espoir et de vivre avec une conviction compatissante. Nous n'aurions pu offrir cette soirée sans l'appui de nos commanditaires et bailleurs de fonds, le Conseil des arts du Canada, Patrimoine canadien, la MRC des collines de l'Outaouais, la municipalité de La Page et le English Language Arts Network. J'aimerais souligner la présence ce soir de Guillaume Lamoureux, maire de La Page. Vous êtes avec nous depuis nos débuts et nous vous remercions très, très sincèrement. Merci beaucoup. Et aussi, merci à nos formidables commanditaires locaux que vous voyez sur l'écran, très nombreux, qui nous appuient. Enfin, j'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont rendu possible la soirée ce soir. Al Connors sur la diffusion en direct, Greg Brown, son, Alice Marlène, celle qui a fait notre conception graphique, Francisca Hines sur photographie, Pamela Scobie, notre coordonnatrice pour les bénévoles, tous nos bénévoles exceptionnels, Lucy Shirley sur les réseaux sociaux, la Biblio Wakefield et le Centre La Page avec Laura Burks and the Riser Crew. Notre libraire, Bouquinard Librairie et Galerie d'art, Claudia Dallaire, Legault Dallaire, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Chris Corcoran et Peter Gillies, je les vois dans l'auditoire, cofondateurs du festival il y a 10 ans. Quel plaisir de travailler avec vous pendant 9 belles années à mettre la lumière sur notre festival. Merci beaucoup. Et à mes 2 nouveaux collègues extraordinaires, sans qui le festival n'aurait pas eu lieu, Roberta Lloyd et Amy Carver. Merci. Et enfin, nos merveilleux musiciens, Rod Fotheringham et Greg Paul Stone. Ce soir, nous sommes ravis et très chanceux d'accueillir Chloé Sainte-Marie et Marc Séguin. Deux artistes incontournables québécois, avec Julie Huard, notre hôte. Il me fait grand plaisir de présenter Julie. Elle est auteure, photographe, réalisatrice et voyageuse. En littérature, elle choisit la poésie et le récit. Son 7e ouvrage, Paysanne et Miroir du monde, remportait en 2016 le prix Coup de cœur de la ville de Gatineau. Au fil du temps, Julie a été conviée à bon nombre de résidences d'auteurs et de festivals littéraires, notamment en Haïti, Belgique et en Guinée. En 2019, elle était écrivaine en résidence à Gatineau et en septembre dernier, a participé à Trace. Résidence d'artiste à l'Ange Gardien. Julie est aussi fidèle au Salon du livre de l'Outaouais et au Festival du film de l'Outaouais. Son prochain recueil, Les récits Les Merveilleuses, est actuellement en étape finale d'édition et sera lancé le 6 février 2025 à la Cabane en Boiron. La passion de Julie? Observer et réfléchir sur le monde, découvrir qui nous sommes,
et en dénonçant les aberrations et en poursuivant la route de la beauté. C'est très beau, Julie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hélène. Oui, poursuivre la route de la beauté dans ce monde qui va mal parfois, un peu trop souvent à mon goût, mais enfin, on recherche la beauté. Je suis très contente d'être ici avec vous pour la Xème fois. À chaque fois qu'Hélène me demande de venir animer, je dis toujours, ben oui, mais les gens vont être tannés de me voir. Là. Ça fait 5 ans que j'anime, là, tu sais, mais elle me rappelle encore, puis je dis toujours oui. Ah ben merci de m'aimer. Et c'est tellement extraordinaire parce qu'on prépare un événement pendant 1 an, presque 1 an. On rêve, elle et moi aussi, et toute l'équipe, là, qui on va inviter, puis qui va venir nous parler, puis partager les émotions, la passion, la création. Puis on a pensé à vous, puis le temps que les messages se rendent, puis que oui, puis que peut-être, puis que là, tout à coup, oui, ça marche. Et vous êtes ici. Merci d'être à Whitefield. Je vais faire un petit brin de présentation de nos invités. Et puis, après ça, on va se lancer dans cette soirée. Il va y avoir un entracte. Et puis, à la fin, dans la deuxième partie, derniers 15 minutes, on va ouvrir le micro. Vous pourrez poser des questions. Et peut-être nous garder pour toute la nuit, peut-être, s'il y a trop de questions. Je ne sais pas s'ils vont être d'accord, mais en tout cas. Alors, je commence avec Chloé. Avant de se lancer en chanson, Chloé Sainte-Marie a d'abord été connue au cinéma. On pense à La Guêpe, La Postière, Pudding Chômeur, Au Picasso, entre autres films. En musique, très tôt, ses albums ont été marqués par la poésie, notamment celle de Gaston Miron. L'album « Je marche à toi » lui a d'ailleurs valu un Félix à la disque en 2003. En 2014, elle s'est entourée d'une vingtaine de poètes et d'écrivains de chez nous pour produire « À la croisée des silences ». On pense à Gilbert Langevin, Bruno Roy, Patrice Desbiens, Louise Dupré, Paul-Marie Lapointe, Claude Gauvreau, Hélène Dorion, Nicole Brossard, parmi ses plus grands. Chloé était la muse et partenaire de vie du cinéaste Gilles Carle, lui-même originaire de notre coin de pays, c'est-à-dire Maniwaki, en Haute-Gatineau. Oui, il est au point de confort, Maniwaki, oui. Alors Chloé a foulé la terre de la Haute-Gatineau pas mal souvent, et a tourné au Bascatong. Oui. Au Bascatong. On va en parler tantôt. Maria Chapdelaine. Ben oui, c'est ça. Alors, Gilles est décédé en 2009 des suites de la maladie de Parkinson et Chloé a été sa proche aidante pendant tant et de nombreuses années. Elle a d'ailleurs créé la Fondation Maison Gilles Carle et elle agit encore à ce jour comme porte-voix des aidants naturels. Vous l'avez certainement déjà vu un peu partout, notamment Tout le monde en parle il y a quelques années. Porte-plume aussi. Porte-plume. Chloé a toujours été intéressée par les langues autochtones. Elle a notamment appris l'innu avec l'aide de la poète Joséphine Bacon et elle le chante depuis 2009, comme dans son premier album « Je sais que tu sais ». En 2022, Chloé fait un important retour sur scène avec son nouveau disque-livre-spectacle « Maudit silence » qu'elle a coécrit avec Jean Morissette. C'est une œuvre absolument grandiose, qui est publié chez l'Hexagone. C'est magnifique. Ça rassemble 18 poèmes, chansons issus des 3 Amériques à travers 13 langues autochtones, latines et créoles. C'est quelque chose. Album-livre contient 2 albums réalisés par François Richard et bien sûr portés par la magnifique voix de Chloé. Elle va nous en parler tout à l'heure. Marc Séguin. Né à Ottawa, a grandi à Gatineau pendant 9 ans dans une famille où personne ne faisait d'art, paraît-il. Aujourd'hui, il est à la fois artiste peintre, romancier, cinéaste, en plus d'être fermier, fromager, chroniqueur, chasseur, acériculteur, apiculteur et père de 4 enfants. Avec de l'aide.
Il occupe depuis plus de 20 ans une tribune culturelle extrêmement diversifiée, engagée et militante. Dès sa première exposition en 1996, il a attiré l'attention des critiques et des amateurs, et ses tableaux font maintenant partie des collections des plus grands musées. En 2016, il a réalisé son premier long-métrage de fiction, Stealing Alice, et en 2017, le documentaire La ferme et son état, un portrait de la santé de l'agriculture au Québec et des aberrations qui se passent en coulisses et devant nos visages. Côté littérature, La foi du braconnier, son premier roman, publié en 2010, a remporté le prix des collégiens devant L'énigme du retour de Dany Laferrière. Ensuite, il y en a eu plusieurs autres, dont Hollywood, Nord-Alice, Jenny Soro, Un homme et ses chiens, aussi un recueil de poésie Au milieu du monde. Et je pense que c'est son 10e livre qui vient de paraître, le récit Madeleine et moi. Est-ce que c'est son 10e déjà? Oui, OK. Les micros sont derrière vous, hein? Oui, OK. C'est publié chez Le Méac. Et Marc y raconte son pèlerinage et son obsession pour l'œuvre d'Ozias le Duc, un artiste méconnu qui a créé sans relâche, paraît-il, pendant 70 ans, dans pas moins de 30 églises et chapelles du Québec, au Québec, en Nouvelle-Écosse et dans l'Est des États-Unis. Marc a d'abord été foudroyé par un de ses tableaux intitulé « Madeleine repentante ». Il a été en état de choc et il est parti sur les traces d'Ozias le Duc. Il va nous en parler tout à l'heure. Pour bien commencer cette soirée, on a pensé s'imprégner du son de la langue Innu et on a choisi « Maudit silence » dit par Joséphine Bacon. Miko wapo miko kap moko tistakwa taganu kap miko nan tapataganu kap miko tihapstaganu e tapwe kono unuitamat jahe cho wata jahe cho nakwan matwesanu pachanu nana e tapwe jabay wasan mastawat jadidab mokwat abut zatot takwanitak kamas napatajet e tabwe onuitmat mamako hiukon tatapokon pitakamat apo wapatman jihok Tamamanakon Apochewan Petaquat Janapaygon Rouge, blanc, blanc, rouge. Une robe rouge martelée, une robe rouge déchirée, une robe rouge assassinée. Tu es seul, les arbres silencieux t'observent. Ils arrivent, ces chasseurs d'humains. Maudit silence. Dehors, la neige est tachée de sang. Ils retiennent ta vie dans un silence accompli,
On t'a tué. Maudit silence. C'est Joséphine. C'est Joséphine et c'est toi. Chloé, lance-nous. Merci. Lance-nous un peu sur les traces de ce maudit silence que tu as fait avec Jean Morissette. Comment ça s'est passé, ce projet-là? Puis quel est-il à toi, ton maudit silence? Ben, mon maudit silence, c'est le même silence de tous les métis French canadiens qui sont ici et qui se cherchent, Qui revendique. Qui revendique, mais c'est ce silence de Bébite, c'est ce silence de Roméo Saganache, c'est ce silence d'Émilie Monet, c'est ce maudit silence. Bébite a dit, quand le silence, il devient maudit, il faut que tu parles. Bébite, c'est Joséphine Bacon. C'est Joséphine Bacon. Bien, son nom, Bébite, ça vient des pensionnats, parce que, bon, elle est née à Pessamit, mais elle était au pensionnat à Maliotenam. Puis les religieuses, son vrai nom, c'est Pépine. Mais les religieuses, ils comprenaient Bébite. Fait qu'ils l'ont appelée Bébite. Puis ils comprenaient pas rien. Ils comprennent rien, comme toujours. Joséphine, elle t'a enseigné les nous, non? Elle m'a enseigné les nous. En fait, elle était dans la vie de Gilles bien avant que moi je la connaisse. Quand je suis rentrée dans la vie de Gilles en 1982, c'était ici, au lac Bascatong, à la Pointe-à-David. Gilles, il tournait ce film avec Carole Laure et Joséphine, elle faisait le casting. Elle a toujours travaillé, même les films antérieurs à Gilles, elle était là. Et aussi, il y a une belle anecdote pour Red que tu connais peut-être, Marc. Parce que Daniel Pilon, il devait parler en Innu, puis il ne savait pas parler, donc... puis Gilles, il dit, bon, ben Bébite, aide-la. Elle était sur le plateau. Puis, il n'y arrivait pas. Ben là, Gilles, il se fâche, puis il dit, tabarnak, dis des noms de villes. Puis là, ça a donné Quaticook, Mazatlan, Manitou, Mégantic, Manouan, Ishboujivik, Mascouche, Maniwaki, Saskatchewan, Chipcha, Matawan, Windigo. Me schapen, Antesinan, me schapen, Antesinan, que notre terre était grande. C'est ça que ça a donné. C'est magnifique, c'est magnifique. Marc, quand vous entendez ce maudit silence lu par Joséphine Bacon, comment ça résonne chez vous, ça? Bien, ça fait écho, je pense... bonsoir. Ça fait écho à cette idée de la nature humaine qui fait qu'on se divise souvent en deux, entre oppresseurs et opprimés. Ou dans le cas d'ici, parce qu'on le vit aussi, mais ailleurs, les Maasai, il y a d'autres peuples qui sont passés avant nous ici, dans cette ordre-là, dans ce silence-là, qui tord les langues jusqu'à pas parler. Là. On en a jusqu'ici. Puis, c'était surtout la violence que j'entends à travers ça, d'un peuple et de gens à qui on a dit « vous n'existez pas ». Vous n'existez pas, vous n'avez pas le droit. On a même remplacé votre religion. Moi, puis je l'ai fait, les communautés, je les connais, puis je me promène partout. Du Nunavik, Nunavut, jusqu'aux communautés ici au Québec. Puis à chaque fois, les deux bras me tombent, me disent, mais pourquoi est-ce que vous avez remplacé la nature avec un grand N par le petit Jésus? Je n'arrive pas à comprendre cette substitution-là. Clairement, c'est pas leur affaire à eux. C'est quelqu'un d'autre qui finisse par venir t'imposer dans la gorge ses croyances. Donc, ce maudit silence-là, pour moi, ça reflète, c'est le fun qu'on en parle aujourd'hui, puis qu'on le dise, puis qu'on soit capable de dire, vous avez été victime de ce silence-là aussi, mais c'est encore une fois l'histoire des oppresseurs et des opprimés, là, partout sur la planète depuis des millénaires. Et qui continue à se répéter. Ouais. Malheureusement.
Ouais. C'est un projet de grande envergure, ce livre-là, ce livre-album, disque, Chloé. Ça a commencé il y a longtemps, quand mon premier album, en 1999, Je pleure, tu pleures, j'avais Bébite, elle est venue me voir, puis elle me dit, je veux que tu chantes ma langue. Mais j'ai dit, Bébite, je suis une blanche, métisse. Bon, elle dit, c'est beau, elle me disait toujours, on est tous métisses. Puis, mais j'ai dit, je peux pas chanter ta langue, je la connais pas. Elle dit, je vais t'enseigner. Mais j'ai dit, pourquoi? Elle dit, je veux qu'elle voyage ma langue. Puis c'est vrai, je suis allée partout dans les pays francophones, en Europe, tout ça. Puis je l'ai chanté même à Paris. Mais elle m'a enseigné, donc. Mais les gens qui venaient voir le spectacle, Je pleure, tu pleures, à l'époque, en 2000, ils sortaient de la salle, beaucoup de gens. Puis ils disaient, on t'aime beaucoup, mais trop d'Autochtones. Il y avait 2 tunes. Puis après, j'ai fait Je marche à toi, mais je suis à peine de Sinan, puis tout ça. Puis j'ai fait Parle-moi. Puis j'ai fait Notre centaine et de sentiment, tout en est nous. Pas un mot de français, tout en est nous. Là, quand j'ai dit ça au producteur, je vais faire un album tout en est nous, il y a eu un silence au bout de la ligne. Maudit silence. Un maudit silence. Mais je l'ai fait parce que j'ai une tête de cochon. C'est la plus belle chose que j'ai héritée de mon père, c'est sa tête de cochon. Vous êtes métisse, vous avez des origines autochtones. Oui, mon père, oui, puis ma mère aussi, c'est une Laramie, le fort Laramie, au Wyoming. C'est mon grand-oncle. Fait que c'était un courroyeur des bois, puis il est mort là-bas, il a été assassiné, mais quand même, ma mère, c'est une Laramie, puis c'est vraiment la même lignée ancestrale. Puis mon père, Joyal, pareil. Serge Bouchard, il disait, tu sais, le pouvoir, il arrive à Québec, du temps des conquistadors, puis et les religieux à Montréal, puis les bombes à Trois-Rivières. Mon ancêtre, il est arrivé à Trois-Rivières! Gang de bombes. Il avait 17 ans, c'était un arquebusier, Jacques Joyal. Puis il est parti évangéliser les sauvages, comme on disait à l'époque. Puis avec le père Lemoine. Puis il s'est marié avec une autochtone, puis il a eu des beaux enfants, puis c'est ça. Fait que moi, 400 ans après, je l'avais dans le sang, ça, ce son-là. Puis c'est Bébite qui m'a... de lancer sur le chemin. Donc, il n'y a personne qui peut t'accuser de faire de l'appropriation culturelle ici. Bien, j'espère que je fais de l'appropriation culturelle. Tant mieux! Bravo! Si Bravo, on est content! Si on ne s'approprie pas une langue, la langue meurt. Et j'ai fait un film avec Joséphine Bacon sur ce sujet-là. C'était Nathalie Petrovski. Puis Nathalie, elle a dit, mais Chloé, tu t'es approprié la langue. Et Bébite a dit, c'est moi qui s'est approprié, Chloé. C'était la plus belle réponse que j'ai jamais entendue de ma vie. Puis vous passez par les langues autochtones, créoles. Il y en a plusieurs là, dans ce livre disque, mais aussi par des personnes. Louis Riel, Jack Kerouac, Nancy Houston. Vous faites le tour là, de gens qui ont été militants. Mais oui, parce que... Mais, tu sais, un interprète, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Si tu ne le sais pas, ben là, tu te retrouves avec des producteurs qui t'imposent, quoi chanter, quoi dire, quoi penser, quoi... Mais moi, j'ai fait un album dans une situation comme ça, en 1993, puis que je considère comme un banc d'école, mais qui est raté. Mais j'ai appris, puis j'ai su ce que je voulais. Puis je me suis dit, si j'en fais un autre un jour, il va me ressembler, puis il va être ce que j'aime. Puis, la poésie, Miron, je l'ai côtoyé, là. C'était Gilles Carle puis Gaston Miron, c'était 2 frères.
Fait que j'ai tellement d'anecdotes sur Gaston Miron puis Gilles, parce que Miron, il a fait un poème, et le printemps liseronne aux fenêtres, puis il venait le lire à Gilles. Gilles, il dit, « Liseronne, c'est-tu la petite Lise que tu étais avec hier? » C'est incroyable. Tu dois avoir plein de souvenirs, plein de souvenirs. Marc, Madeleine et moi. C'est le nouveau livre de Marc qui est paru il y a 3 semaines à peu près, je pense. C'est tout chaud, là, c'est tout frais. Merci. Bravo, bravo. Alors, j'aimerais vraiment que vous puissiez nous décrire cette espèce d'état de choc quand vous avez vu la Madeleine repentante d'Ozias le Duc, que je suis allée voir sur Internet parce que cette œuvre-là, je pense qu'on ne peut pas la voir. Elle est dans les voûtes du Musée des Beaux-Arts du Québec, je crois. Mais on peut la voir sur Internet. Je vous suggère d'aller la voir après. Alors, et c'est comme ça que vous l'avez vue la première fois, en ligne. Oui, parce que, en fait, en amont de ça, j'accompagnais mes enfants qui avaient un petit projet au Musée national des Beaux-Arts du Québec avec un ami. Puis on dit, on veut pas que tu sois là pendant qu'on fait un truc. Fait que je me suis ramassé dans les salles. T'sais. Chose que je fais rarement, même comme artiste, parce que je trouve ça intimidant, les œuvres des autres, beaucoup. Puis de se dire, moi, je ne sais pas si on demande à un facteur le soir d'aller prendre une marche, Fait que là, je me suis dit, tiens, là, j'ai du temps à perdre, je suis dans le musée, j'y vais. T'sais. Puis je suis rentré, puis moi, je lis jamais les cartels parce que ça me gosse beaucoup de savoir que la personne est née puis qu'elle est morte, de 1. Puis 2, de savoir le nom, puis me dire, je devrais trouver ça bon parce que c'est un nom connu. Je préfère que l'œuvre parle d'elle-même. Je suis rentré dans une salle, j'ai vu une œuvre du coin de l'œil, j'ai dit, waouh, il y a quelque chose là. J'ai fait le tour de la salle, puis quand je suis revenu, l'œuvre est encore là, puis c'était un paysage. Qui s'appelait Labour d'automne, puis qui était, à mon avis, une tête au-dessus de tout ce que je venais de voir. Là, je suis allé voir le cartel. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé là? Puis j'ai vu Ozias le Duc. Donc, à partir de là, à partir de cette petite étincelle-là, je me suis mis à fouiller dessus. C'est un nom au-delà d'une rue dans un village. C'est la rue Ozias le Duc. Tu te dis, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi le nom perdure encore aujourd'hui, 60, 70 ans après la mort de M. Leduc? Je me suis dit, il y a une œuvre. Je me suis mis à fouiller, jusqu'à tomber sur cette représentation-là d'une Madeleine repentante. Une Madeleine repentante, je vous fais ça vite, j'ouvre une parenthèse, c'est Marie-Madeleine qui aurait été amie, on s'entend, ou amante, ou la femme de cet homme-là, dont on parle encore aujourd'hui, qui aurait fait des miracles, en tout cas qui était quelqu'un d'exceptionnel, parce qu'on en parle 2000 ans après. Puis, cette femme-là, à qui l'Église a attribué une identité de pécheresse, en fait, probablement, à mon avis, à moi, la première féministe nommée dans un texte écrit. Comme il y avait beaucoup de place pour la femme dans ce culte, les femmes... Mais elle semblait libérée et ça ne plaisait pas au monsieur. Voilà. Bon. Ça. Ceci étant dit, on s'est mis à la représenter durant plusieurs siècles, comme cette femme-là qui vivait maintenant recluse dans une grotte parce que son chum n'était plus là. Son chum qui faisait des miracles était parti. Puis on s'est dit que la meilleure manière de la représenter, c'était elle, à genoux ou en repentance, en devenue pieuse, avec un crâne qui rappelle qu'elle est morte, mais qui finalement est devenue une, j'ouvre les guillemets, bonne femme. Je ferme les guillemets. Parce qu'elle s'est mise à croire, elle n'est plus la pécheresse qu'on avait décrit d'elle. Fait que je me suis dit, waouh. Elle est devenue vierge. Oui, aussi. Fait que là, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose là qui clash avec les 2000 ans d'histoire que l'humanité a vécu jusqu'ici. Je me suis mis à triper sur le tableau, à voir l'image, la lumière, puis me dire, mais aussi le décalage entre cette histoire-là qu'on racontait, depuis 2 millénaires. Hey, c'est pas rien, là, c'est une méchante entreprise. Là. C'est 2000 ans d'histoire, là, il n'y a pas beaucoup d'entreprises et de compagnies qui ont vécu ça. Puis avec leur richesse, puis en continuant, là, c'est un modèle fabuleux, mais en écrasant des gens, puis en réduisant d'autres au silence. Donc, le décalage de voir une femme portraiturée dans son rôle de bonne femme comme ça,
recluse au silence, pieuse, puis qui va dévouer le reste de ses années à l'adoration d'une religion ou d'une certaine idée de la foi. T'sais. Je me suis dit, ça ne pourrait pas exister aujourd'hui. Puis tout le monde en a fait depuis 4 siècles, du Caravage à Georges Latour. Tout le monde a peint une Madeleine repentante parce que c'était comme dans des commandes officielles d'église. Puis alors, j'ai voulu aller voir l'œuvre. Après le périple, je me suis mis à me promener un peu partout au Québec pour voir ce que c'était ce folklore religieux-là, découvrir l'œuvre de quelqu'un. Ceci étant dit, j'ai un petit commentaire éditorial, je suis aussi exaspéré par le fait qu'on pense que ce qui est valable n'est que le présent qu'on vit. Il y a un gros défaut de narcissisme dans se dire c'est juste ce qui a été fait hier qui est encore valable ou valide ou aujourd'hui, alors que aux Ossoducs, on est en train d'oublier, entre autres. Si on l'a connu. Oui. Il n'y a personne qui nous a enseigné Osias le Duc à l'école, là. Non, c'est ça, parce qu'à un moment donné, on a fait table rase sur tous, et on a comme tiré une ligne, là, à peu près autour de Refus Global, où on s'est dit que tout ce qui s'était passé avant, ça valait de la chenoute, t'sais. Puis parce que c'était traditionnel, alors qu'au contraire, Borzois et Riopelle admiraient le duc, là, c'est comme c'est un messie, là. Puis, vous parlez de lui, du vieil homme, vous parlez souvent de lui comme un vieil homme, parce que, évidemment, bon, il est mort vieux et il a travaillé pendant 70 ans. Ouais. Et vous parlez de lui, il montait sur des échafauds, il avait 80 ans, ouais. Et il peint des coupoles d'église, là. Ouais. C'est incroyable. Il est né en 1865. Ouais. 64. 64, mort en 1955. Ouais. Une longévité extraordinaire. Ouais. Vous avez été fasciné par cette œuvre-là. Fasciné par le fait, je vais faire le pont avec ce que je disais tantôt sur l'immédiateté ou l'urgence qu'on a de penser que c'est ce qu'on fait en ce moment qui est toujours le meilleur. J'admire, moi, les carrières, personnellement, qui durent dans le temps. Si tu es encore capable d'être pertinent et de me dire quelque chose après 40 ans, après 50 ans, après 60 ans, wow! Tu n'es pas un singe de cirque, là. On s'entend. Ça veut dire que tu ne fais pas juste un tour de piste pour dire « Hey, j'existe, regardez-moi ». Alors que lui, il a peint, puis à 80, entre autres, la dernière église qu'il a peint à Shawinigan Sud, là, notre homme de la présentation, c'est ça, mais il montait encore, 60 pieds d'échafaud pour aller peindre. C'est fascinant de te dire où est-ce que on trouve cette énergie-là pour créer, puis dire que ça vaut la peine. Hormis le chèque, là, parce qu'il n'était pas payé si cher que ça. Là. Je comprends que c'est alimentaire et tout, là. Mais hormis ça, comment tu fais pour te dire, OK, j'ai encore cette pulsion-là de création, puis de laisser cette trace-là pour nous nommer, pour dire qui on est, puis laisser un témoignage du vivant. Et sans nécessairement être croyant, comme vous dites. Vous ne pensez pas qu'il a été si croyant que ça? On soupçonne que non, pas tant. C'est qu'on s'est dit, on sait qu'il adhérait à un certain folklore, mais il était pas... Il croyait plus à la nature avec le grand N, comme je disais tantôt. Il y avait cette idée-là qu'il y avait quelque chose qui existait dans une beauté qu'on ne pouvait pas nommer. Et je pense qu'il faut que vous nous en parliez, parce que ça revient beaucoup dans votre livre. La sensualité de son travail, qui ne va pas nécessairement avec le culte ou avec l'Église. On ne pense pas à l'art religieux en tant que art sensuel non plus, mais c'est quelque chose qui vous a happé. C'est quelque chose qui m'a happé, mais surtout, on soupçonne que c'est la raison pour laquelle l'œuvre, entre autres la Madeleine repentante, n'a jamais été exposée de son vivant. Parce qu'il y avait probablement un petit peu trop de sensualité dans l'œuvre, puis que l'Église voulait aussi contrôler ça, ou les dictats de l'époque avaient à contrôler cette chose impure. Puis donc, l'œuvre est restée avec M. Leduc. Il l'a gardée toute sa vie. Donc, on parle que l'œuvre est restée dans son atelier 55, 56 ans avec lui, parce que puis elle n'a jamais été exposée. Puis peut-être que l'œuvre est aussi inconnue ou aurait souffert du fait qu'on le regardait en coulisses parce qu'il y avait cette sensualité-là. Puis non seulement ça, mais il faisait un métier. Pour moi, la peinture, je trouve ça fabuleux parce que il y a la sensualité du geste, le peindre, c'est physique, on le sent, ça sent, l'huile de lin, on voit, on peut voir aussi avec les yeux.
Et on entend le son que ça fait aussi. C'est un art sensuel dans le sens que ça stimule De les l'acte, sens. Ouais. oui. Puis alors que quand c'est doublé d'une réussite comme celle-là, avec le sujet aussi, là, je me suis dit, moi, dans le périple du livre, c'est que après la visite des ateliers, puis pas des ateliers, des églises, puis du parcours que M. Leduc avait suivi, moi, je me suis mis en parallèle à tenter de faire une Madeleine aussi. Une et une autre. Oui, une et une autre, parce que... Et une autre. Et une autre, parce que dans un fantasme absolu d'artiste, je me suis dit, est-ce que moi, je suis capable de donner le même sentiment que j'ai eu en voyant la Madeleine de M. Leduc? Est-ce que moi, je peux donner ce sentiment-là à quelqu'un qui va regarder une de mes œuvres? Et pour me rendre compte que finalement, j'en ai fait 23, je pense. 23 Madeleines. Oui, que c'est un échec total. C'est un échec. Mais parce que je comprends que je ne serai jamais le spectateur de ce que j'ai fait. Je ne peux pas me dire ça. Moi, ma job, c'est de faire des œuvres. C'est après ça, de la manière qu'elles sont reçues, ou si elles vous donnent des sentiments ou pas, ça ne m'appartient plus. Et vous n'aimez pas regarder vos œuvres. Vous n'aimez pas regarder le travail accompli. C'est fait, c'est fini. On passe à autre chose. J'ai jamais... En fait, tantôt, pour l'anecdote en coulisses, je lui ai demandé de lire un truc. J'ai fait, j'ai jamais relu mes choses. C'est une fois que c'est fait, fini. Il y a tant à faire. Ben oui, mais voilà, c'est ça. Non, mais tu sais, je le sais pas. Je dis, si un jour je vais arriver à me dire, tu sais, me bercer tranquille puis revisiter mes trucs, c'est... Je trouve qu'il y aura un petit peu de complaisance avec laquelle je ne serais pas à l'aise, en tout cas à l'âge que j'ai là, de le faire. Puis je me dis, ben non, au lieu de passer du temps à faire ça, je vais faire d'autres choses. Je vais en faire une autre. Donc, je ne relis jamais rien. Je ne veux pas revoir les œuvres. Puis là, je suis aussi rendu à l'âge où des fois, les gens commencent à parler puis regarder un petit peu à l'arrière, dans le rétroviseur. C'est très gossant. Comme Chloé, une chanson après l'autre, un poème après l'autre. Non, mais c'est exactement le contraire de Miron, qui a toute sa vie réécrit puis repassé sur l'homme rapaillé. Il est l'homme d'un seul livre. Tu sais, courte pointe, tout ça, mais c'est l'homme rapaillé. C'est beau comme idée. Lui, mais c'est un chef-d'œuvre, c'est sûr. Chef-d'œuvre. La marche à l'amour, oh mon Dieu, quel poème. Ah oui. Chloé. Oui, vas-y. Est-ce que la poésie peut rééquilibrer la société? Ah, là, ça, c'est une méchante question. La poésie, pire, hein? La poésie est, à mon sens, constitue l'élément essentiel pour combattre la pollution. La pollution de l'atmosphère, mais surtout la pollution de l'esprit. La poésie guérit le corps, c'est guérisseur. Sans la poésie, c'est notre survie, la poésie. Et, mon Dieu, j'ai écrit avec... je peux peut-être le lire, mais... Ben oui. Ouais, tu veux-tu que je le lise? Ben c'est ça, là. C'est ton tour, là. Ben c'est une supplique. C'est écrit ici, le poème, chant, Non, mais capella. j'aurais pu lire d'autres poèmes aussi, là, parce que j'ai un super beau poème de Serge Bouchard qui s'appelle « Mortelle Amérique ». J'ai une lettre que j'ai écrite à Bébite quand elle m'a... quand elle m'a appris... quand elle m'a lu « Maudit silence ». Puis toute cette catastrophe des femmes autochtones assassinées. Et je lui ai écrit une lettre. Je peux la lire aussi. Fait que j'ai plein d'affaires. Je sais, mais là, c'est pour ça que je vous dis, on va passer toute la nuit poésie, ici. là, est-ce que la poésie peut rééquilibrer la société? C'est une maudite belle question. Puis moi, je me suis dit, respirer la terre, chanter le social, caresser de mes mains le corps du social en mouvance. Je me dis qu'il y a un appel tactile qui persiste sous la peau du social. Je me dis qu'il y a sous le sentiment du social une marche de l'humanité. Moi, j'étais une petite chanteuse populaire. En tout cas, c'est Wikipédia qui le dit. Non, mais c'est vrai. Un jour, on m'a demandé de me présenter puis de dire qui je suis. J'ai dit, je suis une animale sociale en déambule.
Et sans le marché, je perturbe. Je perds mon équilibre mental. Je perds tout mon social et tout mon être. Si on veut rééquilibrer la société, c'est donc qu'il y avait en amont un équilibre antérieur disparu sous les terres ancestrales rompues. C'est quoi l'équilibre d'avant qu'on veut réinventer dans le là maintenant du rééquilibre? Du ré qui veut être libre à nouveau. Je pose la question, puis c'est mon chant qui répond. Il est où l'équilibre? Remonter la rivière à l'automne pour aller au camp d'hiver? Le camp qui se trouve exactement là, où le gibier décidera qu'il soit. Mais il est où le gibier et le camp d'hiver? En Floride ou dans l'Ongava? Et le camp d'été, il est où? Sur les plages artificielles installées au centre-ville pour se déshabiller le social et jouer au déséquilibre du paysage? Ou le long du fleuve qui ouvre tout grand ses bras, marée de ses rivages? C'est quoi le déséquilibre? Avoir perdu ses rivières et les racines mouvantes de ses rêves? Une société qui cesse de rêver, une société qui cesse de se rêver, est une société en instance d'évaporation. Pourquoi tous ces visages morts en dehors des cimetières? À tous ces vivants qui ne rêvent plus, je préfère de vrais morts qui rêvent. Des morts aux chants vibrants, du nomade négociant les rapides, du chaman algonquien au canot envoûtant, du portage social qui sans cesse se réinvente sous la cathédrale du firmament. Mais je vis désormais dans un pays bungalowisé qui carbure à la fantaisie précomposée et tond ses pelouses peignées à l'intoxiqué. Tondeuse à gazon, tondeuse à neige, tondeuse à feuilles, tondeuse à société. La négation de la nature, la négation de sa nature. Alors je me dis que vienne enfin la négation de la négation. Et tenant ma marche par la main, poursuivre le marché glorieux par le bénévolat de sa liberté sociale et la pleine autonomie de son imaginaire retrouvé. Ça, c'est ça ma réponse. Puis ça se finit par Ente potakonatak chichikoshpian, ente nochamat ente sinat. Shashi shapuwakmat inu ipempechit ente kwatak. Shashi shapupeken tiweken ente kwatak. Tante ekunanan tinut. On semble m'appeler à monter dans le bois. Là-bas, là-bas, ici, là, dans le parc, là. Point de confort. À l'intérieur des terres. Notre terre. Il y a si longtemps que j'ai vu un Inou passer entre nous. Il y a si longtemps que j'ai entendu le son du tambour. Où sont donc passés les Inuits? Wapetche guanchi tutman,
Nuchichi shuchiyan, nin enyuyan. Chiguan makichi tutman, chiguan umachiminka, tsenotat kute ochen, tante machetutiko. Lai la lai, lai la lai, la la lai, la lai. C'est ça. Oh, c'est beau! Merci, Chloé! Marc, j'aimerais vous entendre parler de poésie parce que c'est quelque chose qui est très important pour vous. Vous en avez écrit des poèmes jeunes, mais la poésie fait partie de votre vie, la poésie fait partie de votre peinture, la poésie fait partie de vos jours, du pinceau qui gratte la toile, le son. Vous êtes plein de poésie, c'est plein quand on vous lit. Là, j'étais entourée de vous depuis des semaines en train de préparer ça, puis il y a plein de poésie autour de Marc Séguin. Je pense que dans une époque aussi où on se définit beaucoup par les statistiques puis ou l'économie, que voici apparaître un peu l'antithèse de ce que c'est, puis, et une autre voie aussi pour tenter de se dire, c'est arrivé, je pense que c'est un art ou une forme qui coûte rien et qui est belle, qui coûte un peu d'âme à produire puis à faire. Puis ça vient parfois d'un choc de... On utilise les outils qu'on utilise ailleurs pour fonctionner au quotidien. Puis là, en collant deux mots ensemble, ciel et sang, mer et nourriture, on finit par créer des images qui n'existaient pas la seconde d'avant. Puis je pense que ça fait du bien. Moi, je ne vais pas aller... je ne vais pas vous jouer du violon puis vous dire... Puis devenir monter en chair comme un curé puis vouloir prêcher. Moi, ma position, c'est que oui, wow, je fais de l'art. Mais je fais juste de l'art. Aussi. Je suis chanceux, j'en vis, je rentre à l'atelier, je fais mes trucs, je suis capable, j'ai cette capacité-là de coller deux mots ensemble, des fois qui n'existaient pas la seconde d'avant, puis qui vont faire en sorte que pendant une fraction de seconde, la vie va être peut-être un petit peu plus soutenable, ou plus belle, ou drôle, ou va te faire sourire, ou pas. Donc, cette poésie-là fait partie de l'équation de la création. On est obligé d'aller jouer là-dedans. Au lieu de se dire, si tu vas au resto puis tu commandes ton truc, tu as un menu, il y a des codes qu'on doit respecter entre nous. Je les comprends. Mais il y a trop peu de codes qu'on ne respecte pas et qui nous aideraient aussi, dont celle de la poésie. On devrait tous pouvoir se le permettre. Tableau, ça ne coûte rien. C'est des mots qu'on a déjà, qu'on utilise, on ne va pas les inventer. Là. Ils sont là, puis c'est la langue qu'on parle. Je la trouve encore plus belle quand c'est une langue utilitaire qu'on transfigure, puis qu'on modèle pour nous dire, nous aussi, mais d'une autre manière, avec un peu plus d'écho, ou différent, en tout cas. Fait que la poésie est là. En fait, j'ai encore là l'idée d'avoir été intimidé par les gens qui en font. Moi, j'ai écrit de la poésie à 16 ans, 17 ans. C'est ça. C'est fait. Au milieu du monde, ça s'intitule Au milieu du monde. Oui, c'est ça. Puis un jour, je montré à quelqu'un, j'ai dit, dis-moi si ça vaut quelque chose, puis il dit, on va publier ça. Mais j'avais pas de... Je pensais pas que j'en faisais, alors que j'en faisais, 16 ans, 17 ans, mais j'en lis beaucoup. Je lis vraiment beaucoup de poésie, qui a, à mon avis, une forme d'art essentielle et belle aussi. Bien, parlant de votre art, je pense que ce serait le fun de voir de votre travail. Est-ce qu'on pourrait projeter... qui s'occupe de ça, donc? Est-ce qu'on peut projeter... Hein? Ah, c'est déjà là. Oh, mon Dieu Seigneur. Il y a de la magie ici. Marc, est-ce que vous voudriez... Je suis en train de dire tu, là. Ça commence à... Oui. Les tics de Radio-Canada commencent à s'en aller, là. Est-ce que vous voulez nous parler... Est-ce que tu veux nous parler de ton œuvre, de peut-être comment tu crées... Comment tu crées, pourquoi tu crées,
Va. Bien, OK, je vais essayer. Tu sais, moi, c'est pas un exercice. OK, normalement, moi, je me prête à l'interne. Là. Tu sais, je peux dire que je suis chanceux de pouvoir respecter mon instinct ou de l'entendre ou de l'écouter. Donc, les idées viennent d'abord et avant tout parce qu'elles ne passent pas par la tête. L'art que je fais vient d'ailleurs. C'est-à-dire, j'ai besoin de recevoir puis de sentir un sentiment qui fait en sorte que je vais avoir une motivation à vouloir travailler ou développer une idée. Comme celle-ci, par exemple. Oui, comme celle-ci. Mais là, ce qu'on voit, comme depuis tantôt, en ligne d'horizon, ce sont des forêts brûlées. Parce que je me suis ramassé à un moment donné sur la Côte-Nord, où, après un immense feu qui était passé, puis je parlais avec des gens, puis les gens étaient désolés, puis ils disaient « Ah non, ça a brûlé, puis on n'a plus rien, puis tout. » Mais à bien y regarder, c'est que régénérateur. C'est ce que je voyais. Avec ma déformation d'artiste, oui, tout a brûlé, mais c'est comme ça que les forêts se régénèrent, que la flore va recommencer, que la faune va la réinvestir. Autrement que ça, il faut comprendre que les forêts, ça nous ressemble à nous. Il y a des périodes de croissance, des périodes d'apprentissage, de travail, puis il y a une période de déclin aussi. Puis à un moment donné, il y a des forêts qui ne se passe plus rien. Si on ne récolte pas, c'est perdu, ça étouffe, il n'y a plus de vie. Et les feux finissent par régénérer tout ça. Fait que moi, dans cette forêt-là, ou dans cette dévastation-là, j'ai préféré y voir un truc d'avenir. Ça, c'est une maudite déformation que les artistes ont, des fois, d'être trop optimistes. Mais voilà, donc à partir de là, je suis parti de ces forêts brûlées-là pour essayer de voir d'y planter des animaux, puis essayer de dont le loup. Dont le loup qui est ici, avec, ouais. Avec son intérieur rouge. Oui, alors les loups reviennent souvent parce qu'un jour, il n'y a pas très longtemps, il y a comme 6-7 ans, je me suis fait entourer par une meute de loups dans la forêt. Fait que moi, le loup est devenu... c'est un symbole où en même temps, j'ai eu peur, mais j'avais un immense sourire. Je me suis dit, qui vit ça? Ils m'ont pris pour... Je vous le raconte vite. Je suis à la chasse, à l'arc, puis je suis sur le bord d'un ravin, puis je suis là, puis j'imite parce que je veux attirer. C'est un orignal qui vient. Puis finalement, à un moment donné, je vois une silhouette bouger, peut-être à 300 pieds de moi, qui se rapproche. Je me dis, OK, il y a quelque chose de pas normal. C'est pas un orignal, c'est pâle. Puis finalement, la bête s'approche assez pour que je me rende compte que c'est même pas un mâle, que c'est une femelle. C'était proche comme ça. Fait que là, je me suis levé, puis j'ai dit, hey, qu'est-ce que tu fais là? T'sais? Parce qu'à un moment donné, moi, je suis à la chasse, j'ai un arc, puis je chasse à l'arc traditionnel. J'ai même pas de mire, pas de poulie. Là. C'est un truc, c'est du tir d'instinct. La vraie chasse. J'ai un arc, puis j'ai un couteau. T'sais. C'est tout ce que j'ai. Fait que je sais pas ce que c'est, mais les gens ont ancestralement une peur infondée des loups, mais en tout cas. Fait que là, j'écris, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? T'sais? Fait que là, la loup va l'arrêter, elle m'a regardé, t'sais. Puis là, elle a juste tourné de bord, puis elle est partie, elle s'est en allée. Puis quand je l'ai vue vouloir rentrer dans un bout de bois, elle a crié, elle a hurlé. Puis quand elle a hurlé, moi, je n'avais vu qu'elle. Mais quand elle a hurlé, ça a répondu à ma droite, 1, puis ça a répondu derrière moi, 2. Oh, OK. Alors, il m'avait encerclé sur le bord du ravin, tu sais. Là, je me suis levé, puis je suis parti, je suis retourné au chemin, puis là, je me suis dit, wow, tu sais. Puis là, j'avais un chum qui était 1 kilomètre et quelque chose plus loin, qui, lui, quand il a entendu ça, il a dans ses culottes. Lui, il est parti, puis il est retourné au camp. Il dit, oui. Moi, j'étais là, je me suis trouvé privilégié. Fait que le loup est resté. Tu sais, après coup, c'était juste le fun, mais quand tu le vis, tu te dis pas, il faut que j'aille peur, tu sais, parce que tu veux sauver ta vie, là. Mais je me suis jamais senti menacé. J'ai senti qu'il y avait eu comme un lien privilégié. Mm-hmm. Vous ne pensez pas qu'il vous aurait attaqué? Là, non, pas du tout. C'était pas du tout ça. Je sais pas, à part les petits chaperons rouges, là, vous savez que vous avez entendu une histoire où un loup attaque un humain. Tiens, ici, on s'en va dans ton atelier et on voit une autre série de peintures. Là, il n'y a pas de loup. On est dans les anges, dans les oiseaux. La couleur rouge qui revient, qui masque les visages, ou qui s'en va dans le cœur de l'oiseau. Mais oui, ça c'est pour une exposition que j'ai eue le printemps dernier. Donc c'est quand même assez frais, là, où il était beaucoup question des anges, dont je questionne leur absence, là.
récemment. Dans les dernières années, là, ils sont où, là? T'sais? On aurait un peu besoin de vous autres. C'est vrai. Tellement besoin. Donc, c'était moi qui les fait apparaître parce que j'ai ce pouvoir-là de les faire vivre puis de dire, de les invoquer. Je me suis mis à peindre des anges qui sont parfois un peu maganés ou occupés à faire d'autres choses. Est-ce que vous avez peur des fois de ne plus avoir rien à peindre ou rien à dire? Mais, ça se peut-tu, ça? Oui, mais depuis toujours. Puis à chaque fois, je me dis... Moi, je pense que ma job ou mon état d'artiste, c'est de dire des choses ou de percevoir certaines choses dans la société et de les filtrer puis de les redire à ma manière, avec les outils puis cette habileté-là. Je pense que c'est juste ça que j'ai à faire. Alors, j'ai peur, oui, de ne plus avoir quelque chose à dire. Je peux me permettre d'avoir des grandes périodes où je ne peins pas, où je ne force pas les choses pour dire, tiens, il faut que je fasse la saucisse, puis j'ai une facture de sécheuse à payer. C'est pas ça. Donc, j'ai le privilège d'attendre que les choses montent et apparaissent. Puis à chaque fois où je me dis non, j'ai plus rien à dire, ben, là, il se passe d'autres choses. C'est un privilège de pouvoir attendre. Bien, oui, mais complètement. Puis d'aller faire d'autres choses. Donc, tu sais, quand on me dit souvent, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ta job? Ma job, c'est un peu de témoigner, de témoigner de quelque chose que je vois, être capable de le dire, d'avoir le privilège d'avoir une audience aussi qui suit les choses puis qui regarde. T'sais. C'est la job des artistes de témoigner. C'est ta job aussi de témoigner. C'est ça que tu fais dans Maudit silence. C'est ça que tu fais dans ta poésie, ce que tu viens de nous lire. Témoigner, dire que c'est ça. Comme dans un Kyrie Kwekwe, par exemple. Hein? Mais oui, c'est un beau métissage de langues latines, inou, créole. Oui, c'est fun de chanter les langues. Témoigner, c'est dire, c'est parler, c'est lire. C'est pas le sens du témoignage à la télévision TVA, peut-être? Non. Je m'en allais au chalet la semaine dernière, puis j'écoutais toute la musique de Chloé en préparation pour cette soirée. Et tout à coup, sur le premier disque, la plage 10, je pense, il y a une toune qui est intitulée « Kyrie Kwekwe ». Kwekwe, en inou, ça veut dire « bonjour ». Hein? Oui, ça veut dire « salut ». Salut, bonjour. Kyrie Kwekwe. Et puis j'ai demandé à Chloé si ça y tentait de l'interpréter, puis elle a dit oui. Et nos musiciens l'ont appris hier et ont répété cet après-midi pour pouvoir vous faire Kyrie Kwekwe. On a fait du virtuel, puis là, on fait du présentiel. Kyrie Kwekwe. Oh, tu pensais qu'on commençait par l'eau? Pas grave. Kyrie, ou pique son kyriel, tempête Henri Bombel, saute neige, nominatif, vocatif, neigitif, latin verglacé, créole élissant, kwekwe élissant, algonquien, wabo, matawan, litanie de maringouin, mots sanscrits, mots transcrits,
mish mish, michili makinak, mash mash mush mush, wananesh, Kyrie, kwe kwe eleison, Kyrie, créole eleison, Kyrie, kwe kwe eleison, Kyrie, créole eleison. Apud me, viniat ad me ket nunc, gigant raquette, magnificat cantat stabat, gloria saeli, anima exultante, anima exultante, magnificat caquitat, toccate sanctificavit, Santa Capella, Santa Schlaga, Kat Noaga, Monongaela, cométique, terre froide, minigo, tante tremblante, métis résistentiam, lancez-moi en rabasca. Grégorien des neiges, laissez-moi chanter. Créole des neiges, laissez-moi prier. Kyrie, kwe kwe eleison, Kyrie, créole eleison, Kyrie, kwe kwe eleison, Kyrie, créole eleison, Kyrie, kwe kwe eleison, Kyrie, créole eleison. Merci beaucoup, Chloé. Merci beaucoup, Rod et Greg. Merci beaucoup à nos musiciens. On va prendre une petite pause, délier vos jambes, aller prendre un petit verre. Il y a des livres, vous pouvez prendre un petit coup, et puis on se revoit dans une dizaine de minutes. À tantôt. Est-ce que tout le monde est de retour? Est-ce que vous êtes prêts pour une suite des événements? Est-ce que vous allez avoir des bonnes questions? Oui. Comme ça, je ne serai pas toute seule à poser les questions. Est-ce que tu viens nous voir? Bien, je vais jouer. Je vais vous apporter le micro. Je vais me mettre à vos pieds pour... mais on va faire d'autres choses avant.
Bien là, peut-être que Marc veut se joindre à nous, mais là, il est monopolisé par Reine Lebel, ici présente. Alors, bonsoir à nouveau, très cher public. Comment allez-vous? Bien? Très bien? Êtes-vous content d'être ici? Bien, nous autres aussi. Énormément. J'ai pensé qu'on pouvait peut-être commencer cette deuxième partie de soirée avec une lecture de Marc. Hein? Qu'en dites-vous? Que je ne fais jamais. Ah, c'est vrai? Nous sommes privilégiés, alors. Non. Je ne disais pas ça pour ça. Il y a souvent du vin en fin de journée, lorsque le corps est usé d'avoir travaillé, fait, créé, produit. Ralentir les minutes devient important. Oublier un peu l'étrangeté des gestes d'art. Mais jamais pour réfléchir ni regarder ce qui vient d'être fait. Normalement, j'aurais quitté l'espace et l'atelier, mais ici, vu l'exiguïté de la maison-atelier, tout est là, au détour de chaque regard. D'un coin du divan où je m'assois, j'aperçois les deux Madeleines qui regardent le fleuve. Personne ne me voit. Et c'est un privilège. Aucun plaisir à regarder les tableaux. Il n'y a que dans le faire que je trouve encore une raison. Et c'est difficile à expliquer. Je n'ai aucune satisfaction à relire ou à regarder ce que j'ai fait. Cette scène se déroule à l'extérieur de moi. Dehors, une biche et ses deux fans. L'automne reviendra dans quelques semaines. Les fenêtres sont ouvertes, la marée est montante. Tout ce qui a poussé cet été a pâli et ploie doucement vers le sol. Les angéliques sont sèches mais toujours debout. La lumière baisse. Je vais commencer une autre Madeleine ce soir. Un vide à dompter. Je suis amoureux. Vous êtes amoureux de quoi ou de qui? Oui, Osias, merci. Osias? Oui. Non, je suis très bon pour fuir. Du Canadien, jouais-tu ce soir? Je suis sincèrement amoureux de la vie, Julie. Avec tout le pessimisme quand même qui m'anime, il y a encore un petit dans les mauvaises journées, un petit 0,1% qui dépasse et qui fait la majorité là, de ça. Tu sais, j'aime avoir soif. Je suis amoureux de l'eau quand j'ai soif. Je suis amoureux du vin aussi. Je suis amoureux de l'ivresse. Je suis amoureux de me coucher le soir pour pouvoir me lever le lendemain matin. Je répète souvent que je suis privilégié, mais je le suis. Et de pouvoir me coucher en me disant, tiens, demain matin, je vais pouvoir aller regarder, pousser des choses, ou avoir envie de m'exprimer si je peux le faire. Je suis amoureux de la lune, des étoiles, et de plusieurs humains aussi, que j'admire profondément. Voilà. Et humaine. Et oui. humaine aussi. Oui, parce que moi, je suis de ce côté-là de la clôture. Ouais. Et vous aimez beaucoup la solitude aussi. Ça paraît beaucoup. Vous aimez être seul. Vous n'aimez pas nécessairement le bruit des hommes. Hein? Non, mais en même temps, si je peine à comprendre ce que je suis dans toutes les contradictions parce que j'ai quand même une vie urbaine assez intense et chaotique, tu sais. Avoir un atelier ou une vie dans une des grandes métropoles mondiales, c'est drainant, c'est demandant, mais en même temps, il y a ce sentiment-là de faire partie d'un temps et d'un présent. Puis en même temps, je dis peut-être que j'aime ça, mais parce que j'ai aussi la solitude d'un autre côté. C'est dans une des maisons où l'éclairage est au gaz, puis l'eau vient d'un puits, puis où souvent je suis les cycles du soleil aussi pour me coucher. T'sais. Il y a quelque chose de très antinomique dans ce que je fais. J'aimerais ça affirmer simplement que je déteste les humains, qu'il y a aussi une misanthropie qui fait en sorte que
j'arrêterai jamais de gueuler puis de résister parce que je veux nommer puis pointer la stupidité puis les travers qu'on a. Puis en même temps, il y a une admiration aussi pour ce côté-là qu'on a d'être capable de se rassembler parfois, d'être capable de se relever souvent quand on est tombé aussi. T'sais. Alors, tu sais, la solitude me permet aussi ça, de me refaire, parce que je gagne bien ma vie, vous le savez. Puis des fois, ma vie ressemble à un film, où je me dis, sont où mes racines dans ce monde-là? Parce que c'est un monde de fous qui s'est coupé du sol qui le porte. Puis de me dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que... qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour retrouver qui je suis vraiment, puis cette voie-là? Moi, des fois, planter une patate tout seul ou désherber, ça fait en sorte que je me réconcilie avec beaucoup de choses, avec ces travers-là, puis il fait en sorte que je ne tombe pas dans le cynisme et dans le sarcasme de cette vie qu'on semble admirer. C'est une vie de réseau social, une vie de bien paraître, cette vie-là qu'on idéalise, mais qu'en vrai, on ne vit pas pour le vrai non plus. Donc, ce bout-là, la solitude finit par me dire, tiens, c'est là que je trouve... En fait, la solitude, c'est le fond de mon puits. C'est là où je trouve l'eau dont j'ai besoin pour avancer. En tout cas, on peut dire que vous avez beau vous cacher, vous avez beau essayer de vous cacher à l'île aux grues ou peu importe dans quel atelier vous choisissez, que ce soit Brooklyn, que ce soit Montréal, il y a toujours des gens qui vous trouvent en vous lisant. Je lisais ça et je souriais. En fait, je riais même dans mon lit parce que c'est là que je lisais. Il y a une femme qui est venue sur votre galerie pour se faire un selfie devant chez vous. Il y en a une autre qui est venue se baigner nue dans la baie en arrière de chez vous. Il y en a une autre qui a dormi 3 jours dans son auto en espérant vous rencontrer. Il y en a 2 qui ont même nommé leur chat Marc Séguin. Non, c'est pas des farces, là, c'est vrai. Il y a 2 chats qui s'appellent Marc Séguin dans le monde. Déclaré. Déclaré. Non, mais comment vous réagissez à ça? Vous êtes populaire, Marc. Bien, en fait, c'est complètement étranger à moi. Ça me fait absolument rien. Si je peux égayer votre journée ou vous rendre... C'est ça plus le fun, tant mieux. Mais si je lis les histoires qui sont racontées là, c'était aussi pour rester à la surface puis faire sourire. Oui. Il y en a d'autres qui sont moins drôles. Oui, puis des fois, ces autres histoires-là, c'est souvent de la maladie mentale. Puis ça, je ne vais pas le raconter par respect, oui. Mais c'est un peu plus troublant. Il y a des trucs comme ça. Ça vient avec... je sais pas, c'était pas dans la description de job, mais c'est venu avec... Mais attends une minute, je fais un pas à l'arrière. Je trouve ça fabuleux d'avoir cette capacité-là de toucher des gens. Ça m'émeut profondément de dire, vous m'avez lu, là, dans tout le maelstrom et le tourbillon dans lequel on vit, vous avez été capable d'être touché. C'est pas à moi que vous devriez le dire. C'est moi qui devrais être impressionné du fait que j'ai réussi à vous arrêter quelques secondes, que vous avez pris le temps de vous arrêter puis de vous laisser traverser par une œuvre. Hey, une œuvre, pas un journal à potins où qui dit qu'est-ce qu'on devrait savoir d'un artiste, c'est ce qu'il a mangé pour dîner ou ici qui est allé pour ses vacances à Toulouse. C'est pas ça qu'on devrait demander d'un artiste. C'est d'avoir ces sentiments-là. Mais d'avoir suscité une admiration comme ça aussi, de la même façon que vous admirez l'œuvre de Ozias Leduc dans Madeleine et moi. C'est ça, c'est une admiration, c'est un respect pour l'œuvre, pour le travail. C'est un peu la même chose, peut-être. Alors moi, là, je la trace la ligne, puis je dis, si vous admirez les patentes que je fais, tant mieux. Moi, je n'ai pas à être admiré. Donc, je ne tombe pas dans ce culte de personnalité-là. J'en ai pas de besoin pour vivre, je n'ai pas cet égo-là. Puis je m'en fous un peu. Mais si l'œuvre peut vous parler un peu, vous le bouleverser, ou tout le moins ne pas vous laisser indifférente, là j'ai réussi quelque chose.
Est-ce qu'on peut voir la suite des œuvres de Marc la suite des œuvres de Marc? Ah, ils sont déjà là, mon Dieu! On dirait qu'il lit dans ma pensée, c'est incroyable. Alors, Marc, on retourne dans ton atelier. Oui, mais ça, c'est encore la suite des œuvres sur les anges. Ça, c'est une série différente. Femme et licorne. C'est une série différente. En fait, c'est un portrait une interprétation d'un portrait de Jeanne d'Arc, qui est aussi... c'est un personnage que j'admire beaucoup. Il me dit, ben, tu sais, Jeanne d'Arc a toujours été représentée sur son cheval, entre autres. Puis là, je me suis dit, tiens, une licorne, c'est encore... Je la verrais plus. J'ai plus de plaisir à imaginer Jeanne d'Arc sur une licorne que juste sur un cheval. Parce qu'elle a réussi à faire de la magie là, pour plein de personnes, entre autres pour des petites filles. Oui, oui. Vous avez une foi inébranlable en l'art, hein? Oui, malheureusement. Oui. Malheureusement? Ben, ou heureusement, je ne sais pas, mais ça coûte. Ça coûte d'y croire sans compter parce que on n'est pas vraiment validé dans ça dès le départ. T'sais. C'est difficile de trouver son compte. De dire, ben, ils sont où les modèles d'artistes? Souvent, ça va être autre chose. Ça va être une vedette. C'est ce qu'on admire. On parle très peu des créateurs, des gens, parce que ces modèles-là n'existent pas. Donc, quand tu as moins de lumière, c'est plus difficile de vivre et d'y croire. T'sais. Moi, j'ai eu 3 jobs jusqu'à 31 ans là, pour arriver à payer mon atelier et tout. Moi, je prenais qu'une cuillère d'argent dans le cul. Là. Fait qu'il a fallu travailler, il a fallu être immensément naïf pour continuer. Je m'en rends compte aujourd'hui. Puis je me rends compte que peut-être que si des gens ont cette écoute-là ou ce regard-là qu'ils portent, c'est peut-être aussi parce que j'ai commencé à 19 ans à y croire naïvement. Puis les gens disaient, ah tiens, lui, il savait où est-ce qu'il s'en allait. Mais j'avais aucune idée. Aucune idée. J'avançais juste parce que ça faisait du sens de le faire. Ne plus le compter d'heures, cette euphorie de création-là, quand on est en train de créer, là, en train de le faire, il n'y a rien sur la planète Terre ou dans l'univers qui peut battre ça. Là. Pendant une fraction de seconde, on fait partie du cosmos, et puis il y a comme une équation qui fonctionne. Là. C'est peu importe le coût que ça a. Le coût humain, le coût financier ou le coût de temps aussi. Il y a quelque chose de fabuleux dans l'idée de créer un objet, de créer un truc. Parce que, on le disait tantôt, j'ai oublié de le dire, quand Chloé parlait de la poésie, sa réponse à la poésie. Nous, si on est juste à sa brasserie en train de refaire le monde, on ne vaut pas grand-chose. Mais on le canalise dans des objets. On prend des mots, puis c'est publié. Puis on le met dans un format rectangulaire que les gens finissent par accepter puis dire « Ah, tiens, c'est une œuvre. » Il faut qu'on passe par ça. Il faut qu'on passe par cet objet-là. C'est des objets physiques. Là. Dans une époque qui vit beaucoup en pixels puis en virtuel, là, on est encore en train de faire des objets physiques. Là. Et le peintre, il est maître d'œuvre du début à la fin. Il n'y a personne autour. Là, pour oui, dire, je vais rajouter le poète aussi. Oui. Parce que... Avant la publication. Avant la publication, oui. Oui, c'est sûr que quand on fait lire à l'éditeur, des gens peuvent intervenir. Mais les galeristes aussi, des fois, peuvent orienter des choses. Mais il reste très, très peu de champs de création avec des voix uniques. Très peu. Parce que c'est rendu une industrie. La culture est aussi une industrie qui fait que on veut formater, on veut plaire au plus grand nombre de personnes possible. On veut te faire fitter dans un moule qui va faire en sorte que toute la chaîne va se payer aussi dans le processus. Donc, pour ceux qui ne savent pas, là, si vous faites un film, il y a des comités de lecture, il y a des gens, le producteur a son mot à dire, tout le monde. Puis on valide très peu ce travail-là de solitude, de création. Probablement la même chose pour toi, Chloé. J'imagine que quand tu arrives avec la maison de disques, tu es pas mal loin de ton studio où tu écris tes poèmes ou que tu composes ta musique. Après ça, tu arrives, puis là, tu as des musiciens. Elle a dit à son producteur qu'elle voulait faire un album en Inou. Ben oui, c'est ça. Ça prend des gros ovaires, là. Oui. D'ailleurs, Marc, Chloé, elle a décidé de te faire une surprise. Oh, ça, j'aime pas ça. Ah
Ben, tu vas T'es être pris obligé sur le de- fait. Tu vas être... Oui, c'est ça. On voulait pas te le dire, mais ça a été fait avant-hier. Fait que il va falloir que tu sois indulgent. Est-ce que je le chante d'ici ou je le chante là-bas? Là-bas. Faut que j'aille là-bas? Ah OK. oui. Bon, mais tu le reconnaîtras peut-être pas, ton poème, là. Elle a Mais décidé, c'est elle a pris un poème. Non, mais c'est que quand tu étais venu au Potluck, tu te souviens, en 2018, sur la rue Maisonneuve, tu dois pas t'en souvenir, puisque tu es rendu trop vieux maintenant. Mais C'est quoi ton nom? C'est qui, la madame? c'est la grand-mère qui parle. Et en tout cas, tu avais lu des poèmes, puis j'avais fait un choix de 3 poèmes, puis là, je me suis dit, ah, ça serait amusant de le chanter. Elle Fait que m'a on va- demandé ça, puis là... Avec Alexandre Billiard, que tu connais peut-être. Ah, oui, oui. Oui, c'est ça. Alors, c'est Alexandre Breillard qui a fait la musique Je sais pas si mes sur musiciens, un de tes poèmes vont tirés venir. de Au milieu du monde. Oui. Maureen. Mais, Chloé a décidé de te faire un cadeau. T'aimes pas ça, hein? ouais, c'est un cadeau, parce que, tu sais, c'est le fun que tout le monde puisse profiter de tes mots et puis De ta poésie dans sa voix. Oui, oui, mais- chanter, mais ça veut pas dire que ça va être bon. Un fiou. Mais c'est vraiment beau ce qu'Alexandre a fait, mais c'était juste, tu sais, c'est on the spot, disons. Fait que j'étais un petit peu intimidée. Et nos musiciens ont été on the spot aussi parce qu'ils l'ont appris hier. C'est ça. Alors, Tu peux chanter avec nous, là. Bon, si tu veux. Ben, moi, moi, je vais mettre comme ça, pour pouvoir te checker. on va te regarder. Tu vas être scruté, Marc. La dernière fois que je viens ici. Pas lui, c'est lui. OK. Tarabine. Je, tarabine, tabarnak. Mais c'est pas tabarnak, ça, je l'ai pas mis dedans, mais c'est son poème. Je, tarabine et me marre. Ouais. Fait que là, ils vont me suivre parce qu'on n'a pas été ensemble. Tu me feras signe quand c'est le temps. Je tarabine et me marre. Me moque des pauvres et fous, des vieux. Ces gens sous mon ombre les ignorent. Là, je l'ai pas eu tout à fait. Je tarabine et me marre. Je marche droit, les yeux au front. Toutes ces choses viennent de moi. Je suis lui aux commandes des mondes. Si la tête tourne, c'est mon ordre. Le sol sous mes pieds obéit. Si la tête tourne, c'est mon ordre. Le sol sous mes pieds obéit. Je cligne la nuit. J'ai démarré, j'expire en nuages. La lune, une veilleuse.
La Voie lactée, une traînée de jouissance dans mes larmes. Vous n'avez rien, vous n'êtes rien. Je suis d'une fabuleuse humilité. Vous n'avez rien, vous n'êtes rien. Je suis d'une fabuleuse humilité. Vous n'avez rien, vous n'êtes rien. Je suis d'une fabuleuse humilité. J'ai la tête animale carcajou et les hommeries que je mime à travers la nuit de la nature n'apaisent pas la rage. Sans raison servent à faire manger ma grêle à vos têtes de roche incrédules. La fin n'est pas belle. Être un animal sec au dos éreinté. La haine du temps ne me portera plus. C'était beaucoup, mais je trouvais ça le fun de le créer comme ça, là. Mais c'est merveilleux. On est privilégiés. Merci beaucoup d'avoir créé ça, puis d'avoir osé. Alexandre. C'est aussi incroyable de penser que, Marc, vous avez écrit ça entre 16 et 18 ans, quand même. Vous aviez un talent inné. Merci. Je sais que vous n'aimez pas ça. Je sais que tu n'aimes pas ça. Non, mais souvent dans ma vie, je me promets de ne pas être ému, parce que je le suis trop souvent. C'est la condition sine qua non d'être artiste, c'est de se laisser émouvoir. Puis merci, Chloé, vraiment. Ça me fait plaisir. Puis tu as tellement une voix magnifique. Tellement une voix magnifique. Tant de beauté et tant de puissance dans un si petit corps. Hein? Ouais. Mais ça part d'ailleurs, Julie, aussi, c'est ancré, ça vient de... Oui. Ça vient de là. Ouais. Ça vient de là, ça passe par là, ça va là et vice-versa. Hein? Ça doit venir de Gilles qui est là qui me... C'est sûr, c'est qui sûr. me guide partout. Écoutez, la parole est à vous maintenant. On a un petit 15 minutes, si vous le désirez, pour Vous pouvez même poser... chanter. Vous pouvez chanter, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Je suis là avec un micro et il y a une main qui se lève. Oui, bonsoir. Merci beaucoup, vous deux. La question, c'est pour Marc. Je sais que vous avez été amis avec Riopelle, que vous habitez maintenant là où il habitait. Je me demandais, qu'est-ce que vous avez appris de Riopelle? Ou qu'est-ce que vous lui avez enseigné? Qu'est-ce que vous avez partagé ensemble? C'est ça. Mais je ne revendiquerai pas une amitié comme celle que j'ai avec d'autres personnes, parce que j'ai connu Jean-Paul sur sa fin de vie, mais sa tête était tout là, puis lui aussi. Le privilège d'avoir croisé, c'est une idole, vraiment, dans ma vie. Un modèle comme il en existe peu. Je me souviens de la première fois où je l'ai croisé, il a fallu que je me raisonne pour comprendre puis dire à mon esprit qu'il existait vraiment, qu'il était là. T'sais. Parce que je comprenais pas. Moi, c'était un fantasme, il existait, c'est comme un fantôme. Il était là pour le... Puis je me souviens, en fait, ça va être une très drôle de réponse que je vais vous faire. Je me souviens d'y avoir serré la main. J'ai amené une œuvre. J'ai serré la main et je suis encore surpris à ce jour. Il y avait une des mains les plus douces du monde, mais parce qu'il était vieux puis il avait tellement travaillé qu'il avait les mains usées. Par la vieillesse et par la création. Et je suis encore impressionné par ça, de me dire, c'est aussi ça. Ton corps va finir aussi par porter ton métier, ou ce que tu es, ou ton état.
Puis j'avais trouvé ça beau de ça. Puis il y avait, en fait, une des belles leçons que lui m'a appris. J'ai un petit cul la première fois que je l'ai vu, j'avais 27 ans. T'sais. Puis j'ai offert une œuvre, puis il l'a tenue, puis il l'a regardée pendant une longue minute. T'sais. Puis lui ne peignait plus. C'était fini. Ça faisait des années. Il a décidé, après Rosa, en fait, après Rosa Luxembourg, il a fait 2 œuvres dans les semaines qui ont suivi, puis il a arrêté. Il a décidé un jour que... Fait que moi, quand je suis allé le voir, je me suis dit, ça ressemble à quoi quelqu'un qui décide qu'il ne veut plus peindre ou qui ne veut plus dire de choses. C'était profondément émouvant de dire, parce que je suis encore dans cette énergie-là de croire à l'infini, même aujourd'hui. Je me dis, comment est-ce que cet homme-là a pu parvenir à dire un jour, j'ai assez dit. Je pense que ça commandait, c'est l'humilité ultime, là, de se dire, ou je ne ferai pas mieux que ce que j'ai déjà fait. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais, donc, j'ai retenu ça, de la carrière, puis de l'immense liberté qu'il a incarnée aussi. De dire, d'aller jamais où il était attendu. Merci. Oui, pendant 10 ans. Ben, les 10 dernières années de sa vie. Ouais. C'est comme Osias le Duc qui a gardé sa Madeleine pendant 55 ans. Oui, pour lui. Ben, c'est à vous, le micro. Est-ce que quelqu'un a l'audace? Bonsoir Chloé, bonsoir Marc. Je suis interpellée par le fait que tu as dit vous pouvez même chanter. Fait que je vais faire un couplet, puis le refrain, c'est pour vous deux. Puis je pense qu'il y a plusieurs personnes dans la salle qui vont pouvoir faire le refrain. En tout cas, c'est une invitation que je lance. Vous allez reconnaître la chanson, je suis certaine. Le temps que l'on prend pour dire « je t'aime » est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème. Puis là, je vais y aller avec quelques notes pour vous aider. Au beau jardin du temps qui court. Marc et Chloé, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Marc et Chloé, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Oh, merci! Moi, il me reste plein de questions encore, mais est-ce que je peux avoir l'audace d'en poser Je peux te une? raconter quelque chose sur la question de... avec Gilles Carle, j'ai rencontré Riopelle. Tu sais, c'était Werner Noll. Il y a eu un film qu'on fait sur lui à l'ONF. Werner montait le film. Puis Werner, il était très ami de Gilles. Il nous a invités chez lui. Puis il a dit, vous allez rencontrer Riopelle. Avec moi, une petite fille de 25 ans. J'étais vraiment pas mal plus impressionnée que toi avec lui. Ben écoute, fait que... Puis... Il buvait pas mal, en tout cas. Puis Gilles, il commençait déjà à être malade, mais... Fait qu'il disait, puis il parlait. C'est lui qui parlait, puis qui prenait la parole. Puis... Fait qu'à un moment donné, il dit à Gilles, il dit, « Vous, Carl, il dit, on venait de faire la guêpe, puis on s'était fait démolir par la critique, mais à plate couture. » Fait que là, il dit, vous, Carl, il dit, vous êtes vraiment chanceux. Il dit, vous venez de sortir un film, puis vous êtes démoli, c'est extraordinaire. Il dit, moi, je fais n'importe quel navet, puis c'est toujours encensé. Il parlait comme ça, c'était wow. Je l'ai retenu toute ma vie. Quel souvenir! Quel souvenir! Quelle présence, il est intimidant. Peut-être que c'est ma dernière question. Ah, il y a une question. Oh! Je vais faire de l'exercice. Merci, Julie. C'est très touchant de vous avoir ici. Moi, ça fait la moitié de ma vie que j'habite au village ici, puis j'ai l'honneur d'ouvrir ma porte à chaque jour à des rencontres avec du tourisme, des gens locaux,
la communauté, une vie de village. Puis un jour, il y a une jeune femme qui est rentrée chez nous puis qui m'écoutait parler de la beauté d'un héritage métissé. Puis ça l'a touchée profondément. Puis je sais que j'ai 3 portes dans ma maison. Mais je ne l'ai pas vue sortir. Mais j'entendais. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je cherche la jeune femme. Puis elle était cachée dans mes cartes de souhait. Puis elle pleurait. Puis elle dit, je me suis fait canceller à l'école. Je suis métissée, hors réserve, sans statut. Là, je l'ai pris dans mes bras. Je l'ai accueilli avec beaucoup d'amour. Puis j'ai dit, tu ne seras jamais cancellée ici. Et j'ai été dépourvue. Je ne savais pas quoi faire. Puis quand je t'ai entendu parler tantôt, Chloé, de ton métissage, puis de t'approprier ta lignée ancestrale, je trouve ça très inspirant. Parce que moi aussi, je suis métissée. Et donc, ma question pour toi et pour la salle ici, c'est que dire à la génération qui est née des enfants du métissage aujourd'hui dans une réalité qui est très cancellogène? Cancellogène, cancellé. Que dire? Que dire à un enfant qui je suis pas sûre que je comprends la question, qui nie son... Non, qui veut honorer son origine, mais qu'on cancelle à l'école. Ah, mais oui. Que dire? Il faut arrêter de l'envoyer à l'école. Chris. Canceller l'école? Canceller l'école? Non, mais moi, si j'avais un enfant, je ne l'aurais pas envoyé à l'école. Si j'avais eu un enfant, c'est sûr. J'aurais fait le rond, l'école à la maison, puis lui apprendre avec les meilleurs professeurs. Gilles, quand je l'ai rencontré, j'avais juste 18 ans. Il m'a dit, ta chance, c'est de ne pas être allé à l'université. Mais il aurait pu me mettre ses bancs d'université, mais il a dit, non, on va pas là. Tu vas lire ça, tu vas lire ça, tu vas lire ça, tu vas faire ça. Il m'a enseigné, mais je pense que l'école, c'est si je regarde tous mes amis autochtones, Roméo Saganache, toutes ces histoires à l'école où il ne pouvait pas parler sa langue, donc sa première langue est devenue l'anglais, puis au bout d'un moment donné, il n'était plus capable de parler à sa mère parce qu'il a perdu sa langue. C'était ça. Fait que... Je pense que l'école, il y aurait beaucoup à changer. Moi, j'ai jamais lu Miron dans tout mon primaire. J'apprenais John and Mary has the blue eyes. Mais j'ai jamais parlé espagnol, j'ai jamais parlé la langue Innu sur le territoire que je vivais. Le problème, c'est l'école. Mary is washing the dishes. John is fishing. Je me souviens de ça. C'est pas des farces, je m'en rappelle. C'était ça. C'est les bons professeurs qu'il faut aller chercher. Hein? Et puis... Je suis très honorée de vous voir ce soir. Chloé, mon album préféré, c'est Miron. Je l'écoute régulièrement, puis ça me touche toujours à chaque fois que je l'écoute. J'ai une question pour Marc Séguin. Moi, c'est nouveau. Je n'ai jamais eu l'occasion encore de côtoyer vos œuvres et tout ça, mais tantôt, j'ai vu les arbres avec du rouge et ça me fait penser au film « S'il pleuvait des oiseaux ». Et ma question, c'est est-ce que ces œuvres-là étaient dans le film? Et est-ce qu'ils existaient avant le film ou ils ont été faits pour le film? Elles ont été faits pour le film, mais j'avais déjà commencé à faire les forêts brûlées. Puis là, j'ai été obligé d'ajuster en lisant le roman de
Mme Saucier de me dire, ben, son personnage peindrait comment? Il peindrait pas exactement comme moi je le fais. J'ai toujours de me mettre à sa place à lui puis essayer de dire, ben, tiens, où est-ce que ça devient crédible? Qu'un vieil ermite, quelqu'un qui a fonctionné en marge toute sa vie et qui décide quand même de faire de l'art sans diplôme, parce qu'on est malheureusement rendu là aujourd'hui, ben, il ferait comment? Est-ce qu'un autodidacte a aussi un droit de citer? Est-ce qu'il a aussi le droit de dire quelque chose? Ça prend absolument le discours qui vient avec. Donc, j'ai ajusté les tableaux que j'ai faits, mais spécialement pour Louise, là, pour le film. Bien, sans savoir que c'était vous, je me rappelle, quand j'ai vu les arbres avec du rouge, dans le film, ça m'avait beaucoup impressionné. L'image était forte par rapport à l'histoire du film. Alors, vous savez quoi? C'est la partie qui, moi, me réconcilie souvent avec le monde dans lequel je vis, c'est que si vous avez été capable de faire le lien entre les deux, sans le petit cartel, là, qui dit c'est un truc, ça me donne un petit peu raison, puis je vous remercie. Oui. Ah oui. Merci. Est-ce qu'il reste des questions dans les bouches ici présentes? Oui? Moi? Ah ben moi, d'ailleurs, je regardais la forêt calcinée, puis ça me rappelle la lecture toute fraîche, Marc, de t'entendre presque dans ton atelier en train de broyer du charbon, en train de préparer tes couleurs et de t'en aller dans ce rituel-là qui, pour moi, était très impressionnant. On dirait que j'étais en train de lire le livre qui parlait d'Ozias le Duc et des Madeleines, mais en même temps, on est avec toi, on est dans l'atelier, on sent la térébenthine, on sent ton rituel et l'amour que tu as pour ce rituel dans l'atelier, puis j'aurais aimé ça que tu nous en parles un petit peu. On dirait qu'on t'entend gratter les couleurs, on entend même des sons, puis c'est de l'écrit, là. Oui, ben en fait, le livre, le récit est aussi un accès à ces coulisses-là. Moi, je produis des objets. Je disais tantôt, j'essaie d'insuffler un peu d'âme dans un objet qu'on accepte. Si je le mets sur le mur, c'est rectangulaire, puis je dis que c'est de l'art, normalement, on va dire, OK, les codes sont compris, on va l'accepter. Le livre, il y a un couvert, il y a un C4, c'est ce qui se passe entre. On l'accepte. J'aime que les codes soient comme ça. Là, dans ce livre-là, c'est ça, j'ouvre un peu la porte d'un monde qui, pour plusieurs, est mystérieux, parce que c'est quoi un atelier d'artiste? Fait que je voulais parler de ces odeurs-là, de cette sensualité-là qu'on parlait tantôt, c'est de broyer des choses, d'entendre le bruit de l'eau, parce que j'arrose la toile aussi, de faire chauffer de l'eau pour traiter avec la colle de peau de lapin. C'est, à mon avis, un métier le fun, entre autres, parce qu'il reste de l'artisanat. Il reste du fait main. Ce qui fait de plus en plus défaut à beaucoup de gens, moi, je ne veux pas être remplacé par un robot, à moins qu'il soit vraiment extraordinaire et meilleur que nous tous. Et encore. Et encore, mais ça se peut aussi. Là, moi, je ne suis pas en train de cracher là-dessus. Là, si l'intelligence artificielle peut finalement nous faire évoluer vers quelque chose de moins sauvage ou moins brutal, tant mieux. Mais ce métier-là auquel je tiens, je peux le faire sans technologie. Si je manque d'électricité ou j'en ai plus, moi, avec un crayon graphite, un crayon HB, puis de la toile puis des pigments, je pense que je peux encore prétendre à dire des choses. Fait que j'ai voulu laisser ça paraître. Puis peut-être si je peux influencer un kid quelque part, à dire « Ah non, ça peut être un métier, où je peux gagner ma vie comme ça ou le faire. » Il y aura eu un petit peu de sens là, à l'idée de le raconter. Mais en tout cas, ça ne fait pas que paraître, ça se sent. Et ça vibre à l'intérieur, c'est extraordinaire. C'est donc pour ça qu'on fait de l'art, hein? Pour que les autres ressentent puis qui vibrent. Hein? Ouais. Chloé, qu'en dis-tu? On n'est que ça, vibration. C'est les mots, c'est ça. Les mots, c'est le son, bien plus que le sens. Donc, le son, c'est une vibration. Moi, je privilégie le son au sens. Le sens, des fois, je trouve qu'il est décevant. Puis, je le change.
Je trouve que le dictionnaire se trompe. J'ai dit ça 100 fois à Gilles. Ah non. Puis coyote, ça prend 2 T, puis... Mais j'ai un beau petit truc pour ici, on se trouve en terre outaouaise, écrit par Jean Morisset, que je voulais lire. Terre première, terre outaouaise, terre Québec, terre métisse, terre créole, Anishinaabe, Anishinaabe. Ce soir, la lune déborde, une mélodie raconte un son, une incantation de tambour chante une terre. C'est ça qu'on vient de vivre. Merci. C'est beau, hein? Merci beaucoup. Mais c'est en partie Bébite. C'est en partie Bébite. Ouais. Bébite, elle avait baptisé Gilles Canigan Sentak. Ça veut dire celui qui sait avant. C'est beau, hein? Je veux vous remercier. C'est ça le cinéaste. Oui. Je veux vous remercier infiniment d'avoir été avec nous. Chloé, merci. J'avais pas prévu, mais donc Tabarouette. les couleurs sont... Hein? C'est beau. C'est ça. Avec sa fite. Puis Marc, ben, peut-être que tu vas pas me trouver original, mais je me suis dit, écoute, je peux pas résister à la tentation. Et je vais te demander, qu'est-ce que tu vas faire avec tes 23 madeleines peintes? Oh. Qu'est-ce que je vais faire avec? Mais il y en a beaucoup qui n'existent plus. Déjà? Oui. Qu'est-ce que tu as fait avec? Oh, j'ai tenté de les améliorer, puis ça n'a pas marché. Ah bon? Bien, ici, il y en a 6 nouvelles. Ah oui, c'est gentil. Ils sont différentes parce qu'ils sont piqués avec des petits chocolats dedans. Fait que je me suis dit, tiens, ça va être différent. Ça va être une lumière différente sur les madeleines. Hélène Giroux. Où es-tu, Hélène Giroux? Il y a un tirage. Nous sommes rendus à cette heure de la soirée. Quelqu'un m'a donné ses 3 tickets. Oui, oui. Le tirage, Claudia Legault-Dallaire de Bouquinard nous offre 2 sacs de livres avec les œuvres de Chloé et de Marc. Alors, Claudia, j'aimerais t'inviter à tirer, s'il vous plaît, le numéro. Ah, mais ça donne. C'est pour donner. Non. Et le numéro est le 032-5035. Pardon? Oh, la lumière! Ah, parce que les gens, ils voient pas. Est-ce que c'est mieux? OK. 0325-035. Non? Vous avez gardé vos numéros, j'espère. OK. C'est une dame qui m'a donné ça. Fait que... OK. On recommence. 0325-09... Ah, il y a quelqu'un? Oui. 0325-035. Bravo! Mais voilà, vous gagnez cette fois-ci. Merci. À bientôt. Et le deuxième, 0325-041. Non. Elle n'a pas gagné. Je devrais peut-être regarder mon numéro aussi. Ah, c'est Alfie! Bravo! Wow! Bravo! C'est ma nièce. Oh! C'est pas arrangé avec le gars des vues, ça. Alors, merci. Merci, Chloé. Merci, Marc. Julie, merci. Notre soirée ce soir s'appelait Passion et création. Je pense que Chloé, Marc et Julie nous ont partagé passion et création avec passion et création. Merci beaucoup. Merci. Et puis merci à Julie. Oui, en effet. Je voulais vous dire,
que Julie a été la chef d'orchestre pour créer notre soirée ensemble. Alors, Julie, merci. Et puis, elle nous demandait un petit peu plus tôt pourquoi on la réinvite. On n'a pas besoin de répondre à cette question. La soirée nous l'a donnée. À l'année prochaine, ma chère. Merci beaucoup. Bye. Merci beaucoup à vous d'être venus, d'être restés jusqu'à la fin comme ça. Vous êtes passionnants et nous, ça nous passionne. Et je veux dire que si vous voulez voir le dernier spectacle de Chloé, elle est à la Place des Arts, 29 et 30 novembre. Et il paraît que c'est tout un show, hein? Il paraît, là. Oui, c'est ça. Et puis, Marc, côté projet, est en train de dessiner un film d'animation pour Elisapi. Il est en train de faire 4000 dessins pour un film d'animation à l'ONF. Donc ça, c'est dans les futurs projets. Merci beaucoup. Les livres sont disponibles. Les artistes sont disponibles pour des dédicaces aussi. On va les inviter à aller s'asseoir avec des plumes et se préparer à toute éventualité. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.